reportage par Jamaldine Benchenouf. Bonsoir. Algérie, que cache le timing de la loi sur la criminalisation du colonialisme français? C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Sur les délibérations du Parlement algérien et son adoption du projet de loi sur la criminalisation du colonialisme français et celui de la déchéance de nationalité, deux remarques préliminaires. D'abord, la loi sur la déchéance de la nationalité sera très certainement quasiment impraticable sur le terrain et ne pourra concerner au pire que quelques cas, contrairement à l'article 87 bis. Dans son inavouable intention, elle est le prolongement de cet article 87 bis du Code pénal qui accuse de terrorisme, vous avez bien entendu, quiconque ose dénoncer ou contester le régime illégitime qui a été imposé aux Algériens par la junte et la fraude électorale. Cette loi procède d'un terrorisme d'État ou de régime pour empêcher une reprise majeure de l'inéluctable Hirak, la plus grande hantise du régime. La deuxième remarque au sujet de la loi sur la criminalisation du colonialisme français est que l'adoption du projet s'est manifestée par une hystérie totalement débridée et une schizophrénie politique qui pose question. Hystérie parce que les députés se sont laissés aller à une explosion de francophobie et une sorte de folklore de la détestation à un moment et dans des circonstances qui auraient exigé de la dignité, de la gravité, de la retenue. De la schizophrénie, parce que cette déferlante de haine parlementaire a eu lieu à un moment où d'intenses et très discrètes tractations ont lieu entre les deux États pour tenter de mettre fin à une situation qui pourrait aboutir, à Dieu ne plaise, à une irrémédiable crise, peut-être irréversible aussi. Cette initiative, très malvenue pour tous les observateurs sérieux, est d'autant plus incompréhensible qu'elle sert le fonds de commerce raciste et anti-algérien de l'extrême droite française, de façon qu'elle n'aurait jamais espéré du pain béni pour elle. Le régime algérien aurait cherché à la faire mousser et à la conduire lui-même sur le perron de l'Élysée, qui n'aurait pas mieux fait. De là à penser que c'est un coup tordu, concocté au nez et à la barbe des actuels services, par des centres occultes de l'État profond, pour porter un coup fatal au président Tebboune, il n'y a qu'à faire un seul pas. Algérie, que cache le timing de la loi sur la criminalisation du colonialisme français, c'est le titre de notre émission d'aujourd'hui donc. Et nous allons donc parler des sujets qui sont aujourd'hui à la une, qui font la manche de tous les journaux et de tous les grands médias. En attendant de faire ceux de la France, qui va certainement bouger dans ce sens. J'ai le plaisir d'accueillir ici sur le plateau Mohamed Bakir, militant politique. Merci d'être avec nous, Mohamed Bakir. Je vous remercie pour l'invitation, Azoul, et je salue les téléspectateurs qui suivent votre émission. Merci beaucoup. Alors, depuis Bruxelles, il me semble, si je ne m'abuse, notre ami, avocat, défenseur des droits de l'homme, Salah Dabouz,
Merci d'être avec nous, maître. Bonsoir, Si Jamel, bonsoir à Mohamed Bakir et bonsoir aux téléspectateurs et merci pour l'invitation. Merci. Merci. Alors, d'abord, comme ça, à chaud, Mohamed Bakir, sur ces deux projets de loi, dont l'un a été voté à l'unanimité, celui de la criminalisation du colonialisme français, et l'autre sur la déchéance de la nationalité, qui aurait été voté presque à l'unanimité, nous dit-on. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire d'abord à chaud sur ces deux projets de loi qui ont été votés, avant d'aller plus avant dans le détail? Vous avez souligné dans votre propos liminaire le caractère improvisé et la fébrilité que trahissent ces deux textes. Ils trahissent plus de la fébrilité qu'une démarche posée, une démarche réfléchie et une démarche qui est porteuse d'une vision et d'une perspective. Le texte sur la colonisation, moi je retiens qu'il est encore inscrit dans la bilatéralité avec la France. Il ne s'agit pas de la condamnation du colonialisme en tant que système, en tant qu'atteinte à la dignité humaine, mais il s'agit encore de s'inscrire dans un tête-à-tête avec la France pour demander on ne sait quelle réparation, quelle repentance, quelles excuses, alors que ce dossier pour les Algériens est censé être clos le 3 juillet 1962. Nous avons tourné cette page. Nos aînés se sont battus, ont obtenu la victoire sur le colonialisme et se sont inscrits dès lors dans une démarche de relations bilatérales avec un État qui est censé s'inscrire comme l'Algérie dans les relations internationales et la charte des Nations Unies. Pour l'autre texte, à mon avis, je pense qu'il faut partir de la pratique des gens qui aujourd'hui exercent le droit, pratiquent le droit, donnent vie au droit, essentiellement à travers le fameux article 87 bis. Pour moi, ce texte de déchéance de la nationalité n'est qu'une nouvelle facette qui est ajoutée à cette démarche répressive. Donc il faut s'attendre au pire. Malgré tous les discours qu'il y a, on sent, du moins dans les mots, il y a une prétention à la mesure, à la responsabilité dans son application. Mais à mon sens, tout indique qu'il y aura des dépassements très sérieux dans l'application de ce texte qui va s'inscrire dans la même logique que les 87 bis, nécessairement par les gens qui l'appliquent. D'accord. Voilà. Alors, Salah Dabouz, même question. Entrée en matière. Bon, alors, pour la criminalisation du colonialisme, moi je suis de l'avis de mon ami Bakir. C'est-à-dire, vous pendez une loi en Algérie, vous comptez l'appliquer à la France, par exemple. C'est-à-dire aujourd'hui, la loi qui est votée par le Parlement algérien. Les autorités algériennes vont l'appliquer à la France, ils vont convoquer la France, ils vont la juger en Algérie, ils vont l'obliger à présenter des excuses. Ça ne se passe comme ça au niveau international. Au niveau international, si vous voulez obliger votre adversaire à reconnaître des erreurs, il faudrait que vous soyez à la hauteur de le faire. On ne veut pas être faible, fébrile, et vous risquez même l'effondrement. Et puis, vous demandez aux gens qui sont plus forts que vous de reconnaître leurs erreurs. Ce n'est pas par une loi, mais par former d'abord la société, par aborder sérieusement toutes les questions qui ont relation avec ce thème. Et puis, pourquoi le colonialisme français? Maintenant, le régime algérien, c'est un régime colonial. Il faut le dire, hein, parce que il fait les mêmes pratiques que faisait le régime colonial français. C'est-à-dire, nous avons pratiquement une volonté populaire qui est écartée. Nous avons un modèle de société imposé aux Algériens. Nous avons d'énormes poches autochtones, que ce soit sur le plan culturel, humain, sur tous les plans, qui sont méprisés, qui sont en train de subir l'effacement. C'est des pratiques coloniales.
Donc, et peut-être c'est pour ça qu'il souligne le colonialisme français. Pas seulement ça, parce que avant le colonialisme français, il y a eu beaucoup de colonialisme. Et à ce que je sache, le discours officiel parlait de crimes qui ne soient pas comment on dit, qui n'est pas imprescriptible. Voilà. Donc ça veut dire que autant qu'on remonte dans l'histoire, tous les méfaits de tous les colonialismes, Dieu sait combien de colonialismes on a subi en Algérie, il faut les traiter, il faut les criminaliser. Pourquoi que le colonialisme français? Et puis je pense que au bout de tout ça, le régime algérien, maintenant c'est clair et net, c'est limpide même. Il a toujours besoin d'un ennemi qu'il présente au peuple pour lui dire, écoute, il faut oublier tes problèmes quotidiens qui sont très graves. C'est pas grave si tu n'as pas d'eau, c'est pas grave si tu n'as pas de médicaments, c'est pas grave si tu n'es pas instruit, c'est pas grave si tes enfants sont drogués, c'est pas grave s'il y a beaucoup de corruption, c'est pas grave si l'infrastructure de base n'est pas bien faite, s'il y a des inondations, s'il y a des feux de forêt en hiver. Tout ça n'est pas grave si tu as des malades qui n'ont pas les moyens de se soigner. Tout ça n'est pas grave puisque nous avons un ennemi imminent qu'il faut d'abord qu'on chasse. Il a besoin de ça. Et c'est pour ça qu'il fait beaucoup d'efforts pour entretenir des relations haineuses avec certains pays, sauf quand il est obligé de faire de bonnes relations, c'est exactement l'inverse de ce qui devrait être politique. C'est-à-dire, normalement, on a des relations amicales avec tout le monde, sauf quand on est obligé d'avoir un adversaire ou un ennemi. Mais en Algérie, la normale, c'est de prendre tout le monde pour ennemi, sauf quand on est obligé d'avoir des relations amicales, on le fait malgré nous, c'est-à-dire on le fait le pouvoir, je parle du pouvoir. Donc il le fait malgré lui, c'est-à-dire on a l'impression qu'aujourd'hui, c'est le pouvoir algérien, c'est les autorités algériennes se comportent normalement, c'est qu'ils sont obligés de le faire. Alors, mais sinon, ils prennent tout le monde pour des ennemis, pour justifier la situation anormale que vit le pays. On ne peut pas traiter vos problèmes, vos populations, parce que nous avons plus grave et plus urgent à traiter. Et donc, si vous revendiquez quoi que ce soit, vous êtes ennemis. Regardez, alors, cette loi... Oui, finissez votre phrase, Salah Debbouze. Donc, regardez, il y a cette loi et l'autre loi de la déchéance de la nationalité qui viennent ensemble. C'est-à-dire, nous avons un ennemi, celui qui n'est pas d'accord, il ne va plus être algérien. Donc voilà, c'est clair et net. C'est clair et net. C'est une façon, pour moi, c'est une façon d'encore serrer les boulons à cette comme le pense le régime, à cette population qui se calme malgré tous les maux qu'elle vit. Alors, très bien. J'aimerais que mes deux invités essayent d'être un peu dans la réaction un peu dynamique pour qu'on puisse aborder tous les sujets. Alors, normalement, dans une telle logique de revendiquer réparation, à la limite, c'est tout à fait compréhensible. Il y a eu une guerre atroce, il y a eu une occupation, des bannissements, de la torture, des exécutions, des enfumades. Mais même si on met en marche un processus de ce genre, ça ne va pas aboutir comme ça, sur un claquement de doigts. Il faudrait mettre en place un dispositif composé d'historiens, d'anthropologues, de chercheurs, d'archivistes, de politiciens, de diplomates, etc., pour essayer de mettre une plateforme en place de discussion de laquelle pourrait sortir côté algérien, peut-être que le temps doit venir de la nécessaire réconciliation, à plus forte raison que nous avons une forte communauté en France, et pour le peuple français, celui d'une juste reconnaissance. Mais sans qu'il soit besoin de déclencher une telle hystérie.
Je pense qu'au niveau des États, il n'y a aucun problème. Le 3 juillet 1962, l'État français a reconnu l'indépendance de l'Algérie. Et à partir de ce moment-là, les rapports entre les deux États sont des rapports qui sont régis par le droit international. Donc, dans lesquels il peut y avoir des intérêts, il peut y avoir de la concurrence, il peut y avoir des convergences, il peut y avoir des antagonismes. Mais ce sont des rapports entre deux États. Par contre, il reste la question mémorielle. Et là, je souligne que Abdelmajid Tebboune, dans sa dernière interview à l'Opinion, si je ne m'abuse, son journal préféré ici en France, a dit qu'il était à l'origine de la démarche, de la fameuse démarche d'une commission mixte sur la question mémorielle. Là, je m'interroge, quelle mémoire commune qu'on pourrait avoir avec la France sur la question coloniale? Il ne peut pas y avoir de mémoire commune. Nous sommes issus d'une lutte de décolonisation. Nous sommes issus d'une lutte de libération nationale. Donc pour nous, le colonialisme est un crime abject, est un système inique, et c'est un crime contre l'humanité. Pour la France, et on l'a vu en 2005, il y a encore des velléités de considérer qu'il y avait une œuvre civilisationnelle, une œuvre positive, des acquis, et de mission civilisatrice. Ça, c'est le problème des Français. Les Français, nous, on a pris ce qu'il y avait à prendre au niveau de la trajectoire française. Beaucoup de nos aïeux qui se sont battus dans le mouvement national s'inspiraient de la Révolution française, qui reste un grand moment de combat humaniste, qui reste un grand symbole du combat pour la libération. Ceux qui sont en contradiction, c'est les Français. Parce que tout en ayant ce patrimoine de la Révolution française, de ces valeurs qui ont vocation à être des valeurs universelles de liberté, d'égalité et de fraternité, se sont contredits. C'est-à-dire qu'ils sont rentrés dans une logique d'asservissement d'autres peuples, d'occupation du territoire d'autres populations, de spoliation de ces peuples, etc. Or, Tebboune, quand il cherche à établir un récit commun, je vous avoue que je suis complètement abasourdi. Je ne comprends pas ce qu'il cherche. Il y a un moment où, en ce moment même, ils sont en train des deux côtés de faire tout ce qu'ils peuvent pour essayer de rabibaucher les deux parties. Les Français, ils ont beau jeu. Je vais vers mon bourreau, je vais lui dire bon, d'accord, tu es mon bourreau, mais on va essayer quand même de raconter l'histoire du même point de vue, moi et toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu ne seras pas le méchant absolu, alors que tu es le méchant absolu. Le bourreau est le méchant absolu. Et moi, je suis la victime absolue. Quel récit commun qu'il peut y avoir entre la victime? Ça nous montre la nullité de ce régime, ça nous montre l'inanité de ce régime. Quand Abdelmajid Tebboune, quand j'ai lu qu'Abdelmajid Tebboune revendiquait cette démarche, qui peut être tout à fait compréhensible du côté français, si l'État français prend le dessus dans les relations algéro-françaises, ça veut dire qu'on a des gouvernants qui ne sont pas à la hauteur. Mais là, c'est les gouvernants algériens qui vont offrir notre mémoire sur un plateau d'argent. Et dans le même temps, on vient nous dire qu'on va criminaliser le colonialisme français. Et Maître Debbouze a raison de le souligner. Le colonialisme comme système n'est pas saucissonné. Il n'y a pas un colonialisme français et d'autres colonialismes. Le colonialisme tel qu'on l'a vécu, c'est sur le plan du principe, de la vision globale, humanitaire. Sur le plan historique. Le capitalisme est une forme de capitalisme et a été la pire des formes du capitalisme. Et on l'a vécu dans notre chair, dans la chair de nos pères, de nos grands-pères, de nos arrière-grands-pères. Ça, on le sait en tant qu'Algérien. Le réduire à un crime d'État, c'est une abjection. Parce que la fameuse loi, elle dit, on condamne le colonialisme comme crime d'État. Le 17 octobre 1961 était un crime d'État, oui. D'autres moments ont été des crimes d'État. Mais le colonialisme comme système, c'est un crime contre l'humanité. Et l'Algérie, étant un État indépendant qui fait partie de l'Union africaine, qui fait partie des Nations unies, il est fondé à poser un acte de droit international, du moins le porter, pour, comme l'esclavagisme a été condamné comme crime contre l'humanité, le colonialisme devrait être aussi condamné. Et ça va avoir de la résonance sur des problèmes, des questions actuelles, oui. Sur la question palestinienne, sur la question sahraoui, sur la question kanake, etc. Les fonds d'exploitation des mémoires et des idéologies et du néocolonialisme. Si on a une démarche claire,
Si on a une démarche claire, ce n'est pas une loi, parce que, à ma connaissance, les tribunaux algériens ne revendiquent pas la compétence universelle, que d'autres tribunaux revendiquent, et que la doctrine... ce serait à usage domestique? Hein? Le fait de ne pas revendiquer une législation à dimension planétaire. Je pense que c'est pire, c'est des clientèles qui se font plaisir. C'est ce qui domine aujourd'hui. Moi, je parle en tant que patriote algérien. Mais je parle en tant que patriote algérien en essayant de m'approprier l'esprit de la lutte qui a été celle de mon peuple. Je n'ai pas l'âge d'avoir participé à la guerre d'indépendance, mais j'essaye de m'approprier cet esprit-là. Mais les gens qu'on voit dans les hémicycles, c'est les patriotes du PINS. C'est les patriotes du PINS. C'est les patriotes qui sont capables de mettre le drapeau au Mherma. C'est ça le pire. Ce qui veut dire que c'est des clientèles qui essayent de se légitimer, qui essayent de faire du folklore avec une question essentielle. C'est un fonds de commerce. Alors, une question très importante que se posent beaucoup de gens dans cette revendication, et après nous irons vers Maître Debbouze, dans cette question qui a été posée sur la table, donc de la criminalisation du colonialisme français, il est fait état aussi très curieusement des essais nucléaires et des essais chimiques et bactériologiques qui ont eu lieu, mais d'abord, c'est ça qu'on appelle les accords secrets d'Évian. Les premières bombes atomiques, enfin les premiers essais nucléaires ont eu lieu de 61 à 63. À la limite, on pourrait dire que la moitié s'est passée pendant le colonialisme et l'autre moitié. Il y avait 4 bombes. Mais 3 bombes. Mais les 14 autres bombes, si je ne m'abuse, 13 ou 14, se sont passés entre 63 et 78. Et les essais nucléaires et chimiques se sont produits par milliers, ce ne sont pas par centaines, par milliers recensés, qui existent, qui sont documentés, jusqu'en 1987. Alors, comment peut-on demander des comptes à quelqu'un, de le pénaliser, de lui demander de s'expliquer, alors que moi, État algérien, j'ai contribué avec ma connivence et cette affaire dont j'ai fait un secret d'État à cacher cela au peuple algérien, alors qu'il était sous le coup des essais, il était sous l'effet des essais. Et pire que ça, pourquoi ai-je décidé d'instaurer un camp de concentration pour les islamistes au milieu du fameux polygone, le champ d'expérimentation le plus grand du monde? Alors, il y a une schizophrénie certaine. Comment expliquer le fait que moi, j'étais complice avec cette France-là pour des essais au-delà de ce qui a été prévu par les accords d'Évian, que j'ai caché à mon peuple et qu'aujourd'hui, je lui demande des comptes et des réparations? Là, vous revenez à ce que vous avez abordé tout à l'heure, la fébrilité et l'improvisation dans ce qui est fait. Bon, je reconnais ne pas avoir une connaissance fine du dossier des essais, mais ce qui est certain, c'est que là, on touche à une question qui, quand même, révèle les jeux qu'il y a au niveau de la constitution du pouvoir algérien. À l'été 62, il était reproché au GPRA d'avoir engagé les négociations et d'avoir entériné les accords d'Évian. Et pourtant, ces mêmes personnes qui avaient mis en cause le GPRA pour avoir conclu les accords d'Évian, les ont respectés à la lettre et jusqu'au bout, une fois qu'ils étaient au pouvoir. Et plus que jusqu'au bout, puisqu'ils ont permis que des accords qui n'étaient pas prévus soient conclus après l'indépendance. Oui. Après les accords d'Évian. En tous les cas, les historiens pourront nous apprendre beaucoup de choses, parce que même dans la structure de la chaîne de commandement de l'armée telle qu'elle s'est constituée, il y a beaucoup de choses qui peuvent être découvertes et qui seront dites. Mais à mon sens, la surenchère, c'est là où on voit l'improvisation. Parler d'indemnisation, alors que la question des biens vacants est une question très délicate dans les relations algéro-françaises. Dans cette logique de rapport bilatéral, même la France devait indemniser les Algériens que dans la guerre avaient détruit les biens, etc. Nos villages, ils ont été ragés, on devait être indemnisés, chose qui ne s'est jamais faite du côté algérien, alors que, semble-t-il, les fonds ont été versés. Mais il y a aussi l'autre volet,
c'est celui des biens des populations européennes, le fameux dossier des biens vacants. Qui reste pendant jusqu'à Et aujourd'hui. je pense que les gens qui sont au pouvoir devraient faire attention à ce dossier. Oui. Ce qui veut dire qu'il y a de la Absolument. légèreté dans la démarche. Il y a beaucoup de légèreté dans la démarche. Ce qui veut dire que je m'interroge. Quand j'entends des choses comme ça, je m'interroge. Je me dis, est-ce qu'ils ont conscience Qui pourrait ouvrir la porte à autre chose. qui pourraient ouvrir la porte à autre chose. Maître Debbouze, sur la même question, des gens qui ont couvert de leur connivence des essais nucléaires, chimiques, bactériologiques, au-delà des accords d'Évian. Ça veut dire qu'ils ont fait du zèle pour couvrir du secret d'État des crimes qu'ils dénoncent aujourd'hui contre des populations civiles qui ont certainement dû en pâtir. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur cette attitude vraiment schizophrénique? Moi, je ne vois pas de dénonciation, à part les discours creux, occasionnels, juste pour faire un peu de chantage. Il n'y a aucune dénonciation. Si Tebboune, que je n'appelle pas président, je vous rappelle, si Jamel, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, avant son élection, vous m'avez posé la question, est-ce que vous pensez qu'il va passer? Je vous ai dit, s'il passe, moi, je ne vais pas le reconnaître, je ne vais jamais l'appeler président. Je ne sais pas si vous Je m'en rappelle. rappelez de ça. Et ben, je tiens ma promesse, c'est un sentiment profond. Moi, je ne l'ai jamais pris pour le président de l'Algérie. Hein. Je ne vais pas dire. Donc, je l'appelle toujours Tebboune. S'il était sérieux, les autorités algériennes, si elles étaient sérieuses, elles auraient ouvert un dossier au niveau des instances internationales pour traiter ce problème des essais nucléaires qui ont causé beaucoup de tort. Moi, je vais aller plus loin que ce que vous avez dit, si jamais. Les autorités algériennes ne cachent pas, n'ont pas fermé les yeux, mais elles ont protégé l'armée française qui faisait ils sont associés. C'est des associés débiles, parce que quand on est associé à un projet comme celui-là, si on était obligé, si les autorités algériennes étaient obligées de s'associer à ce projet-là pour accéder à l'indépendance, la moindre des choses, c'est d'être associé au résultat. C'est-à-dire, oui, la France, vous faites des essais pour avoir les techniques nucléaires, mais il faudrait qu'on les ait aussi. Parce que vous avez les moyens et nous, on a le sol. On ne peut pas accepter que de tels essais se passent sur nos sols sans tirer profit, au moins techniquement. Ça, c'était dans le pire des cas. Donc, ce que j'appelle l'associé débile, c'est-à-dire vous protégez, vous donnez toutes les facilités, ensuite vous laissez celui qui a investi criminellement dans ce projet-là, prendre tous les fruits et partir chez lui, et vous gardez les déchets. Et ensuite, vous utilisez ça pour des discours creux. Vous ne faites aucun geste sérieux au niveau international, aucune démarche sérieuse n'a été entreprise par l'Algérie pour la simple raison qui est que la France dit clairement ben non, on n'a pas fait ces essais sans l'accord de l'État algérien qui est associé à ces essais. Mais il est associé juste dans la démarche, pas dans le résultat. Donc je ne vois rien de sérieux. C'est effectivement, et c'est pour ça que j'ai dit le régime algérien, c'est un régime colonial. Parce que, en fin de compte, le régime algérien traite, je suis désolé de le dire, traite le sud algérien à partir de Djilfa et vous descendez. Il les traite comme des territoires occupés. Je vous dis sincèrement. C'est-à-dire, les déchets sont là, on pompe toutes les richesses et les responsables, ils volent ce qu'ils veulent voler. Ils développent le nord, mais pour le sud, croyez-moi, moi, il m'a été donné de voyager. J'étais à Tamarasset, j'étais à Ain Salah, j'étais à Béchar, j'étais à Riggan. Je suis allé jusqu'aux limites de la zone qui est encore clôturée. Il y a une clôture, une énorme clôture dans la zone où il y avait les essais nucléaires. Je suis allé jusqu'à cette limite, à Drar. Et donc,
et j'ai vu de mes propres yeux des responsables. C'était une occasion m'était présentée de dîner avec un des responsables qui m'avait invité, qui travaillait dans le secteur de la justice. En me parlant de la population, c'était à Tamarast, il me dit ces indigènes. C'était carrément la réflexion d'un colonisateur vers un colonisé. Donc, peut-être, c'est pas peut-être, certainement, il y a cet esprit. Parce que le régime actuel, c'est un régime qui a tout hérité du colonialisme, de la façon de gérer la société, de la façon de mépriser la population, tout ça, sauf que les Français le faisaient en langue française et ce régime, il le fait en langue arabe. C'est tout. Mais tout le reste, c'est les mêmes pratiques. Donc, ce n'est pas du tout sérieux. C'est des agissements qui sont là pour obliger les gens à se calmer, pour faire un argument, je le répète encore une fois. De plus, ne nous parlez pas de maladie, ne nous parlez pas d'éducation, de culture, de rien du tout. Ne contestez pas le pouvoir. On ne peut pas vous donner un pouvoir démocratique parce qu'il y a un danger. Et donc, il faut vous rappeler à chaque fois, voilà les crimes du colonialisme, voilà. Et puis, ces gens qui sont au pouvoir, comment qu'ils pensent, c'est comme Bouteflika. Il était là, il savait que ça ne va pas marcher. Dans sa tête, il dit, comme on dit en arabe, moi, je fais aller au jour le jour, et quand je vais partir, celui qui va venir à ma place, il n'a qu'à gérer ce qu'il peut gérer, et ainsi de suite. C'est comme ça. Maître Dabouz, je m'excuse de vous interrompre, parce que je vais peut-être monopoliser la parole un petit peu, parce que c'est nécessaire. Je vais me faire l'apologiste de l'ennemi français. Pourquoi ? Parce que M. Macron, qu'on le veuille ou non, a été le président français qui a fait le plus dans ce domaine en termes de reconnaissance des souffrances du peuple algérien et en tant que criminalisation du colonialisme. Alors, je vais citer quelques-unes de ces déclarations, mais aussi de ces décisions. Alors, en visite à Alger, Macron a parlé de crimes contre l'humanité pour qualifier le colonialisme français. Comme ça, crime contre l'humanité. Il a dit, je le cite, « Je pense qu'il est inadmissible de faire la glorification de la colonisation. Jamais vous ne m'entendrez le faire. J'ai toujours condamné la colonisation comme un acte de barbarie. » Fin de citation. Plus loin, la colonisation fait partie de l'histoire française. C'est un crime contre l'humanité. C'est une vraie barbarie. C'est un passé que nous devons regarder en face en présentant nos excuses à l'égard de celles et ceux envers lesquels nous avons commis ces gestes. Et de nombreuses autres déclarations du genre qui lui ont valu l'inimitié d'une tranche très importante du peuple de la société française. N'oublions pas aussi qu'il a réhabilité la mémoire de personnalités historiques algériennes. Il a reconnu la responsabilité de la France dans l'assassinat de l'Arbi Ben Mehdi, Rabbi Yarhamou, de Ali Boumenjel, Rabbi Yarhamou, dont il a publiquement déclaré qu'ils avaient été torturés et assassinés. Il a reconnu la responsabilité de la France dans la disparition de Maurice Audin, Rabbi Yarhamou, et tant d'autres gestes de haute portée, y compris à l'endroit de centaines d'Algériens dans tous les domaines, culturels, artistiques, politiques, sportifs, et j'en passe, et qui lui ont donc valu beaucoup d'inimitié. Et il a lancé la fameuse commission mixte sur la mémoire, dont on sait que côté français, le nécessaire a été fait, mais côté algérien, rien n'a été fait, parce qu'ils avaient en fait peur que les archives remontent à la surface et qui ne deviennent plus contrôlables. Donc aujourd'hui, après s'être ménagé un tel allié, pourquoi le mettre en difficulté ? Pourquoi le mettre en porte-à-faux à l'endroit de ses propres déclarations ? Pourquoi servir comme jamais elle l'aurait espéré elle-même l'extrême droite française et tous les racistes, tous les anti-algériens, par une telle loi qui, de toutes les façons, ne ramènera aucun
fruits, à votre avis? Et c'est le dernier tour de micro sur cette question avant de passer à la déchéance de la nationalité. Je vous demanderai d'être aussi bref que vous le pourrez. Ouais. Il faut dire qu'il y a de l'opacité dans le fonctionnement de l'État algérien, dans toutes ces strates. Maître Debbouze, tout à l'heure, a dit qu'il était difficile de situer quand est-ce qu'ils agissent comme amis avec des États et quand est-ce qu'ils ne sont pas amis avec des États. Et je pense qu'il a raison. Parce que quand on essaye de suivre cet aspect du fonctionnement de l'État algérien, on se rend compte que les relations tiennent plus de la connivence que de la coopération. Il y a eu connivence un long moment avec les Émirats arabes unis, il y a eu connivence un très long moment avec le Qatar, il y a actuellement connivence avec les Turcs. La France a bénéficié de largesses très significatives pendant une très longue période et il n'y a pas de démarche lisible du côté algérien. Ce qui m'amène à dire que c'est plus des rapports qui traduisent la volonté de clan que celle d'un État. Et ça, je pense que c'est l'un des plus grands problèmes auxquels nous faisons face. Surtout dans la dernière période, on se rend bien compte qu'il y a une illisibilité totale de la position algérienne. On sent qu'il y a des gens qui sont d'accord avec les Russes, mais d'autres qui sont d'accord avec les Turcs, d'autres qui sont d'accord avec les Français, d'autres qui sont d'accord avec les Américains, à tel point qu'on peut se demander légitimement s'il y a une politique étrangère de l'État algérien, ou si plutôt c'est le domaine de l'opportunisme le plus plat. Donc cette loi, elle peut entrer dans ces considérations-là. C'est-à-dire que d'abord, on ne sait pas exactement d'où est-ce qu'elle vient, qui la porte pas, qui la soutient pas. Il y a un effet d'entraînement, il y a un grand folklore dans l'hémicycle. On a sorti un stock de drapeaux. Les youyous sont de mise. On a même chanté à Ferranza, le fameux couplet qui est vraiment d'une... Lorsque Moudi Zakaria elle avait écrit, c'était compréhensible. Mais le répéter maintenant dans une... C'est surtout le fait qu'à différentes phases, il a été enlevé, puis réintroduit, retiré. Et il devient un enjeu, alors que l'hymne national, un État souverain peut très bien revoir son hymne national et définitivement fixer les choses, régler le problème de la SACEM par rapport à l'hymne national. Peut-être qu'un État vraiment qui fonctionne, qui réfléchit, qui élabore, qui a de l'intelligence, il pourrait s'intéresser à ces aspects-là, ce qui n'est pas le cas des gens qui nous gouvernent. On pourrait vous rétorquer que la France, un pays pourtant démocratique, a un hymne où il est dit qu'un sang impur abreuve nos sillons. Oui, pour dire que la bêtise est unanimement, mondialement partagée. Mais c'est un choix souverain. Absolument. C'est pas une semaine on le retire, 3 semaines après on le remet, après on le... C'est pas ça. S'il y a quelque chose qui pose problème dans l'hymne national, il faudrait... Mais je voudrais juste terminer sur une chose, c'est qu'on a là la preuve que l'absence d'un espace de débat national permet toutes les dérives. Et on se retrouve avec une pseudo-représentation qui, mon Dieu... on ne peut pas mieux dire. Voilà. On ne peut pas mieux dire, malheureusement, parce que nous savons que le président a été imposé, que le Parlement est un Parlement... que même la Constitution a subi, le référendum sur la Constitution a subi le plus grand boycott massif depuis l'indépendance du pays. Je passe sur le reste. On est arrivé à un moment où personne ne s'intéresse au gouvernement. Oui. On ne sait pas qui est le gouvernement. Moi, personnellement, je ne sais pas qui est le gouvernement. Ça ne m'intéresse pas. Je sais que ce n'est pas là que les choses se passent. Absolument. On a une représentation nationale entre le député Bachara qui se la joue, Messali Hadj, alors que lui, il est islamiste, mais il ne sait pas que Messali Hadj est communiste. On a le fameux député Sefr qui nous a pondu l'un des projets de loi. C'est vraiment désolant. C'est une descente aux enfers qui n'en finit pas. Salah Debbouze, sur ce sujet, sur cette question, donc, on rejoint le titre. Hein, que cache le timing de cette loi, alors qu'ils avaient un allié de taille dans le camp, et trouvent le moyen de le démolir et de faire mousser, si je peux me permettre ce terme,
l'extrême droite qui va vraiment profiter de ça. Il ne faut pas en douter. Hein, dans les semaines à venir, ça va être la curée. Salah Debous. Je pense que les dirigeants algériens, si on parle de timing, choisi par les dirigeants algériens par rapport, on va leur donner, ça leur donne beaucoup plus sur le plan intelligence et même intellectuel que ce qu'ils valent. Moi, je pense que ils ont perdu un dossier où ils se nourrissaient, celui du problème avec le Maroc. Ils sont en train d'être contraints à la normalisation. Donc, ils ont besoin d'un ennemi, un autre ennemi. Le plus proche et le plus faisable actuellement, c'est la France. Bon, ils vont faire ça après. Si jamais ils sont contraints encore une autre fois de normaliser avec la France, ils ne vont pas hésiter à geler ce projet, cette loi, et à normaliser avec la France. Et peut-être même, ils peuvent, j'imagine, même faire l'apologie du colonialisme, s'il le faut, pour maintenir leur poste au pouvoir. Je pense que le timing a été, c'est au jour le jour. Ils ont juste besoin d'un ennemi pour justifier leur existence, c'est tout. Merci. Pour moi, c'est comme Alors, ça. il nous reste quelques minutes pour traiter du deuxième sujet qui est très important, qui nécessiterait une émission à lui tout seul, la déchéance de nationalité, dont moi, personnellement, je pense qu'ils ne pourront pas l'appliquer. Ce n'est pas le 87 bis, hein, c'est parce qu'il y a de lourdes procédures. Et donc, d'abord, qui est visé? Est-ce que c'est le MAC, comme disent certains? Est-ce que c'est toute l'opposition ou le potentiel d'opposition qui se trouve en France et contre lequel se pratique un terrorisme d'État de dissuasion, pour les dissuader, comme l'article 87 bis, par ailleurs. Donc, je vais vous laisser. Vous avez environ 4 minutes chacun. Vous pouvez discuter entre vous. Je vous laisse en parler sans plus de questions. Merci. Non, sur cette déchéance de nationalité, je pense que ce projet de loi et cette loi est ressenti avec beaucoup de douleur par tous les Algériens. Je pense qu'ils ont touché à quelque chose dont la sacralité est partagée par tous les Algériens. Qu'ils le présentent comme une mesure contre le MAC, je trouve que c'est une bêtise, parce que la réponse qu'il faut apporter au MAC, c'est une réponse de débat, de discussion, de conviction. Si on avait un espace ouvert, je pense que certaines pratiques, essentiellement du dirigeant de l'association ANAVED, ne passeraient pas. Je me suis toujours prononcé contre certaines improvisations, une façon de faire de la politique, mais je sais qu'il y a des militants qui sont dans ce choix, parce qu'ils y sont arrivés, ils y sont arrivés après beaucoup de déceptions. Il faut discuter avec ses concitoyens, il faut trouver un terrain d'entente avec eux. D'autant que la problématique qui est posée, il y a des concitoyens qui considèrent que c'est la séparation, c'est l'indépendance. Il y a beaucoup de concitoyens qui sont sur les mêmes problématiques en proposant d'autres solutions. Des solutions de large autonomie régionale qui pourraient s'appliquer à la Kabylie, qui pourraient s'appliquer au Mzab, qui pourraient s'appliquer au Hogar ou au Constantinois, etc. Il est possible de discuter de la forme de l'État sans criminaliser les gens, sans disqualifier les gens, et tout ça se ramène au climat qu'il doit y avoir dans le pays. Mais c'est le climat de fermeture qui permet toutes les dérives. Aujourd'hui, la pratique la plus poussée dans la répression, c'est celle du 87 bis. Et je vous dis sincèrement, moi, quand on me dit que quelqu'un est terroriste, j'ai vécu le terrorisme, j'ai été impliqué dans cette phase, et je n'accepte pas qu'on utilise ce mot à la légère. Je n'accepte pas qu'on utilise ce mot à la légère. On ne peut pas accuser quelqu'un qui défend ses idées de terrorisme. Haram alayhum. Ce qui veut dire que ça veut dire que les malheurs qu'on a vécus dans les années 90, et d'ailleurs ils nous voyaient, les islamistes, ils les voyaient comme des criminels, et les gens qui étaient en face desquels j'étais, ils nous voyaient comme des mercenaires. Je ne me fais pas d'illusions. Mais je pense qu'on doit traiter ces questions-là avec sérieux. On ne peut pas traiter une attitude politique de terrorisme si elle ne correspond pas à un comportement de dévastation, à un comportement d'intimidation de masse, etc. Qu'on nous dise que cette loi de déchéance de nationalité ne sera pas appliquée,
les gens sont libres d'y croire. Moi, je n'y crois pas, sincèrement. Pourquoi? Parce qu'elle est déjà en application. Il faut le dire, elle est déjà en application. D'une certaine façon, puisqu'on prive les gens de toute citoyenneté possible. Il y a des passeports qui ne sont pas délivrés. Oui. Il y a des documents administratifs qui ne sont pas délivrés, des citoyens qui sont à l'étranger dont on ne renouvelle pas la carte consulaire. Qui ne peuvent pas rentrer chez eux. Des gens qui sont touchés par des interdictions. Oui, qui ont été refoulés, c'est encore plus. Ont été refoulés de leur pays. Donc on a des citoyens qui sont touchés, qui sont sous le coup d'une interdiction d'entrée sur le territoire national. Il faut bien comprendre les choses. Absolument. C'est pas par peur que les gens ne rentrent pas. C'est pas par peur que les gens ne rentrent pas. Ici, nous vivons de notre travail et nous avons des charges, nous avons des loyers à payer, nous avons des engagements financiers à assumer. Si un Algérien rentre au pays, qu'il le retienne une année et qu'il revient ici, il a perdu son logement, il a perdu son travail, il a perdu ses droits sociaux. Donc c'est ça qu'ils les crédits qui le poursuivent, qui lui envoient un huissier de justice. C'est-à-dire que c'est ça qui fait que les Algériens ne rentrent pas au pays. Et peut-être qu'à un moment ou un autre, peut-être qu'il pourrait y avoir une initiative, remplir 2-3 charters de gens qui ont le... Harga à rebours. Harga à rebours. C'est possible. C'est possible. Et à mon avis, cette loi, elle va être appliquée. Il va y avoir des passeports qui seront... Et des gens qui vont se retrouver apatrides parmi ceux qui n'ont pas la double nationalité. Alors, la loi prévoit qu'à l'endroit de ces gens-là, ce sera extrêmement difficile, il faut le dire. Théoriquement, l'État algérien n'a pas le droit de créer des apatrides. Oui. Ça veut dire que pour tous les Algériens qui n'ont pas de double nationalité, ils ne peuvent pas être déchus de leur nationalité. Maintenant, mais la loi ne se prive de ça. Elle précise que le cas sera examiné, mais elle ne dit pas qu'ils ne seront pas déchus. Elle ne le dit pas. Là, c'est le droit international. Oui. Le droit international interdit à l'État algérien de déchoir l'un de ses citoyens dans la nationalité s'il n'a pas une autre nationalité. Mais je pense qu'au point où ils en sont, ils peuvent très bien arriver à ce type de comportement. C'est pas... Très bien. Saleh Dabbous, sur cette question, et aussi peut-être pourriez-vous nous parler un peu des Franco-Algériens, dont beaucoup sont nés en France, dont beaucoup sont nés en France à la deuxième génération, dont beaucoup se considèrent non seulement français par papier, comme le dit l'extrême droite, mais qui se considèrent français et algériens à part entière et qui n'acceptent pas de gaieté de cœur qu'on traite ainsi leur pays d'adoption et qui demain pourraient eux aussi, pour ceux d'entre eux qui sont engagés, se retrouver dans une procédure de déchéance de la nationalité. Saleh Dabbous. Écoutez, vous savez, pour cette question de double nationalité, d'échéance de nationalité, bien avant ce projet, bien avant l'arrivée de Tebboune au pouvoir, les autorités algériennes ont toujours traité les Algériens, d'abord qui ne résident pas en Algérie, même s'ils ont une seule nationalité, ou alors ceux qui ont une double nationalité, même si parce qu'ils sont nés à l'étranger, c'était pas par choix, ils les ont toujours méprisés. C'est-à-dire on convoque des joueurs qui ont une double nationalité, qui n'ont peut-être jamais vu l'Algérie, pour tirer profit au détriment des joueurs du local. Mais vous ne pouvez pas vous présenter aux élections si vous avez une double nationalité ou si vous avez résidé longtemps à l'étranger, sauf pour représenter les institutions algériennes en Europe. C'est-à-dire cette tendance de mépriser les Algériens, soit qui vivent à l'étranger, soit qui ont une autre nationalité, c'est une tendance très ancienne. Maintenant, Tebboune, il a cet avantage de ne pas, j'allais dire, de ne pas être hypocrite, entre guillemets, dans les pratiques de l'État, c'est-à-dire il le déclare. C'était une pratique non déclarée, maintenant c'est déclaré. Mais moi, sur le plan politique, je ne vais pas aborder l'aspect juridique, etc., parce que même si sur le plan international, il n'y a rien qui interdit, attention, sur le plan international, on encourage tous les États à ne pas qu'il y ait d'apatrides sur leur sol. C'est-à-dire s'il y a des gens apatrides et je vous dis, moi, quand j'étais en Algérie, je savais qu'il y avait beaucoup d'apatrides authentiques
nés en Algérie, surtout au sud, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais été recensés. Je ne sais pas où est arrivé ce dossier, ce genre de problème. Les instances internationales encouragent les États pour le régler. Et maintenant, si vous n'obéissez pas au niveau international, ça reste un problème interalgérien. C'est-à-dire vous allez être mal noté, c'est tout, mais vous ne pouvez pas sanctionner. Bon, mais sur le plan politique, je dirais, cette mesure, elle aura l'avantage, au moins l'avantage, que les gens qui savent, qui n'ont, j'allais dire, qui n'ont rien à tirer de cette nationalité qui peuvent leur poser problème, ils vont avoir plus de liberté pour critiquer ce régime. Et ceux qui hésitent ou qui le font par intérêt, donc il y aura une décantation. Mais ce qui est certain, c'est que les Algériens qui vivent à l'étranger, ou même ceux qui vivent en Algérie, quand ils auront la possibilité de dénoncer ce pouvoir, c'est la nature humaine, ils vont la dénoncer. Sauf quand vous êtes contraint de dire, il faut, pour comprendre les motivations de cette démarche, il faut écouter le député qui a proposé ce projet, il était tout fier de le dire. Il disait très, très clairement que, puisque, en substance, je résume tout ça en substance, il disait, puisque on n'a pas trouvé de moyen de contrôler les gens qui sont loin de chez nous, ben on va il y a ce moyen que peut être utilisé. Il ne faut pas que les Algériens qui sont à l'étranger pensent qu'on ne peut pas les sanctionner. On peut les tuer administrativement. Je traduis ça comme ça. Merci. Je ne peux pas te tuer physiquement, je peux te tuer administrativement. C'est-à-dire, c'est ça le message. Ce n'est pas le message, voilà, écoutez, non, c'est un message, moi je peux faire quelque chose, je te le fais. Et je pense de cette façon, ça va libérer beaucoup de gens. Et les gens du MAC, ben justement, ils auront un bon argument pour dire à l'opinion internationale, vous voyez, nous, on a toujours dit qu'on n'est pas algérien. Maintenant, le régime algérien, il est d'accord avec nous. Il nous déchoit de cette nationalité. Il nous reste que la nationalité kabyle. Donc, pour vous dire que ces gens ne réfléchissent même pas. Salah Debbouz, merci beaucoup. Mohamed Bakir, merci beaucoup. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Bonne soirée. Décryptage par Jamaldine Benchenouf.